Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Et donc bienvenue pour cette première émission de Sortir du capitalisme, chaque mardi de 14h30 à 16h sur Radio Libertaire, fréquence 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous pourrez dans quelques jours retrouver cette émission sur sortirducapitalisme.fr, merci à notre webmaster Thomas qui est en train de le faire, et nous contacter à l'adresse suivante, sortir-du-capitalisme@laposte.net. Donc merci à Camille en particulier et à Radio Libertaire de manière générale de nous permettre de faire cette émission. Alors l'équipe permanente de Sortir du capitalisme est composée de 2 personnes. Il y a d'autres co-animateurs mais qui viennent de temps en temps. Donc Armel en studio qui vous parle est étudiant en sciences sociales et militant libertaire. Jean-Claude, notre technicien et co-animateur, est également militant libertaire depuis 40 ans. Nous faisons une émission sur Radio Libertaire parce que nous sommes résolument libertaires et voilà un petit peu notre pétition de principe de cette émission. Nous sommes résolument libertaires en ce que nous luttons contre l'ensemble des idéologies et des mouvements confusionnistes, néofascistes, rouge-brun, nationalistes racistes, traditionalistes, identitaires, islamistes et autres. Nous sommes résolument libertaires en ce que nous critiquons sans ménagement l'ensemble des mouvements et des idéologies marxistes-léninistes, y compris des courants se revendiquant de l'action historique de Trotsky, qui sont des anticapitalismes tronqués, promoteurs de ce que Lénine lui-même appelait un capitalisme d'État militaro-dictatorial, massacreur des libertaires russes, des marins de Kronstadt, de l'Ukraine libertaire, des anarchistes chinois et de dizaines de millions de gens en URSS, en Chine, au Cambodge et ailleurs. Nous sommes résolument libertaires en ce que nous souhaitons l'abolition du salariat et de l'auto-exploitation productrice de marchandises. Nous sommes résolument libertaires en ce que nous appelons à une abolition de l'État, non à son soi-disant dépérissement progressif, et à une fédération de communes libres. Nous sommes résolument libertaires en ce que nous appelons à une abolition du patriarcat et des autres formes de domination analogue. Nous sommes résolument libertaires en ce que nous nous revendiquons particulièrement de l'Aragon libertaire de 1936-1937, son dépassement local du capitalisme et de l'État, et de la Commune de Paris. Nous sommes résolument libertaires, enfin, en ce que nous approuvons sans réserve cette déclaration de Robert Kurz. Le but ne peut qu'être une société de conseil et d'autogestion, conçue au-delà de la masculinité et de la féminité, au-delà de la forme marchandise et de la forme argent, au-delà du marché et de l'État. Alors Sortir du capitalisme est une émission hebdomadaire de critique radicale, c'est-à-dire non superficielle, du capitalisme, chaque mardi de 14h30 à 16h. La lutte libertaire pour s'émanciper du capitalisme comme totalité, c'est-à-dire non seulement de l'économie, mais également de l'État, du patriarcat, du racisme, du colonialisme, du complexe techno-industriel, etc., doit certes avant tout être une lutte concrète, mais cette lutte, nous le pensons, se joue également au niveau théorique, en gagnant en puissance intellectuelle d'autodéfense, de conviction et d'analyse. On essaiera ici, c'est le but que se propose cette émission, de fournir de telles armes théoriques défensives et contre-offensives, sous forme d'émissions thématiques d'analyse critique radicale du capitalisme et son dépassement libertaire. Un des autres objectifs de l'émission sera celui d'une convergence des courants libertaires, non seulement entre eux, mais également avec d'autres courants
libertaire parce qu'également anti-étatique, anti-salariat, contre le patriarcat, anticolonialiste, etc. Mais ne s'en réclamant pas, par exemple la critique de la valeur. Et on fera beaucoup d'émissions avec des gens qui incarnent cette convergence. Alors, dans cette optique, donc à la fois de fournir des armes théoriques défensives et contre-offensives et de convergence. Dans quelques minutes, nous recevrons Marius Loris, qui est doctorant en histoire, pour discuter de l'histoire de l'état d'urgence. Dans une semaine, nous recevrons Maurice Rachfus, invité historique de Radio Libertaire, pour discuter de l'histoire des violences policières en France, qui est d'une brûlante actualité, et de son parcours. Dans 2 semaines, nous recevrons Bernard, militant fondateur de la CNTSO et libertaire depuis 1968, pour discuter de son parcours militant et de son intérêt pour des courants de théorie critique, ne se revendiquant pas du courant libertaire, mais très proche de celui-ci. Le 16 février, nous recevrons José Chatroussa, traducteur de John Holloway en France aux éditions Libertalia, notamment de Crack Capitalisme 33 thèses contre le capital, pour discuter des apports théoriques de cet auteur, notamment dans l'optique d'une critique libertaire radicale du capitalisme. En mars, nous recevrons Will, militant d'Alternative Libertaire, pour discuter de son ressenti de l'état d'urgence en termes de racisme néocolonial et de son intérêt pour la critique de la valeur. Nous ferons également en mars-avril des émissions d'analyse critique du nucléaire à l'occasion du 5e anniversaire de Fukushima et du 30e anniversaire de Tchernobyl. Alors, après cette présentation assez dense, avant de commencer notre deuxième partie avec Marius Loris, une première pause musicale. Augmenter le son de la musique, quoi. Ouais, vas-y, on peut parler, ouais. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête se récolte les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'États pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'États pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'États pour profiter de nos combats. Le spectacle passe du mensonge quotidien à la folie d'une économie qui ne peut plus continuer à fonctionner. Je considère d'abord que la croissance constitue une menace latente. Franchement, quand je vois le bilan,
La production de valeur constitue la seule logique marchande. Qui peut comprendre cette logique? Qui peut l'accepter? La folie de la croissance est proprement insupportable. Qui peut penser que ça peut tenir? Il n'y a aucune chance que ça aille mieux. Et c'est la raison pour laquelle il serait suicidaire de soutenir la reprise. Nous ne voulons pas que ça reparte comme avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à la pensée marxiste, je suis contre le travail. Le travail est une aliénation. Le travail n'est pas une émancipation. La vérité du travail aujourd'hui, c'est que ce travail est un principe général qui est celui des rapports marchands, et le travail est au service du travail, et, de mon point de vue, il faut aller bien au-delà. Je pense qu'il faut renoncer à cette idée du travail. D'ailleurs, la réduction du temps de travail. Je me disais, pourquoi 32? C'est encore trop. Non, mais c'est des sujets extrêmement complexes, beaucoup plus sensibles qu'on ne le croit. Je voudrais m'en expliquer devant vous. Travailler, ça veut dire quoi, Philippe? C'est juste un truc pour anesthésier tout le monde et être sûr qu'à l'arrivée, on ne fait rien. Mais je croyais que dans nos valeurs, le travail était la valeur fondatrice. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir le dire, je suis contre le travail. C'est une révolution incomplète, mais c'est... Alors donc nous sommes avec Marius Loris qui fait actuellement une thèse d'histoire sur la guerre d'Algérie. Avec lui, on va effectuer une histoire critique de l'état d'urgence en remontant de son origine historique jusqu'à aujourd'hui. On abordera également quelques points plus fondamentaux sur qu'est-ce que c'est que l'état d'exception, l'état avec un grand E et avec un petit e, cet état d'exception. Et après, on finira par évoquer un peu les perspectives, les dynamiques actuelles de l'état d'urgence, voilà. Pour situer un petit peu la question de ce que c'est que l'état d'urgence, je vais lire rapidement quelques éléments du bouquin assez fondateur en philosophie critique sur ce que c'est que l'état d'urgence, le livre de Giorgio Agamben, État d'exception, qui est paru au Seuil en 2003 et qui nous offre quelques perspectives très intéressantes. Donc je cite: au cours du XXe siècle, on a pu assister à un phénomène paradoxal qui a été judicieusement défini comme une guerre civile légale. Prenons le cas de l'État nazi. Dès que Hitler eut pris le pouvoir, il promulgua le 28 février 1933 un décret pour la protection du peuple et de l'État qui suspendait les articles de la Constitution de Weimar relatifs aux libertés personnelles. Le décret ne fut jamais révoqué, si bien que tout le Troisième Reich peut être considéré, du point de vue juridique, comme un état d'exception qui a duré 12 ans. Le totalitarisme moderne peut être défini en ce sens comme l'instauration par l'état d'exception d'une guerre civile légale qui permet l'élimination physique non seulement des adversaires politiques, mais de catégories entières de citoyens. Dès lors, la création volontaire d'un état d'urgence permanent est devenue l'une des pratiques essentielles des États contemporains, y compris de ceux que l'on appelle démocratiques. Devant l'irrésistible progression de ce qui a été défini comme une guerre civile mondiale, l'état d'exception tend à se présenter comme le paradigme de gouvernement dominant dans la politique contemporaine. Bon, et ça remonte à longtemps, l'idée d'état d'urgence, hein, c'est introduit dès la Révolution française, mais c'est sous la forme à l'époque de l'état de siège évidemment. Et pour comprendre ce que c'est que l'état d'urgence, on peut voir un petit peu historiquement qu'est-ce qu'il a produit comme effet. Et le cas le plus intéressant à cet égard est le cas allemand. Donc, je cite encore Agamben. On sait que les dernières années de la République de Weimar ont été entièrement soumises à l'état d'exception. Donc la République de Weimar, c'est 1919 jusqu'à 1933. Hitler n'aurait probablement pas pu prendre le pouvoir si le pays n'avait pas été depuis presque 3 ans en régime de dictature présidentielle et si le Parlement avait été en fonction. Et donc, dès juillet 1930, l'état d'urgence est proclamé en Allemagne et
Et ce qui fait que, en réalité, l'état d'exception prépare aussi l'avènement des États totalitaires. Alors, au-delà du cas, après donc un petit peu cette perspective sur l'État allemand et sur l'importance aujourd'hui de l'état d'exception pour l'État, on peut déjà, avant de passer à la genèse historique de l'état d'urgence en France, dire que en fait ce que nous dit Georges Agamben, c'est que l'État capitaliste comme État de droit peut, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est il peut suspendre juridiquement son droit. C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas d'un côté un bon État de droit et de l'autre côté un État mafieux, illégal et tout ça, mais que la capacité de suspendre juridiquement le droit par l'État est fondatrice de l'État dit de droit. Et donc, l'État capitaliste dit de droit comporte comme possibilité fondatrice celle de suspendre juridiquement son auto-limitation, puisque le droit, c'est en partie une auto-limitation par l'État de ses pouvoirs. Et donc, du coup, l'État capitaliste de droit comporte comme possibilité fondatrice celle de l'État fasciste. Et on a vu, avec le cas de l'Allemagne, que cette transition peut être extrêmement rapide. Alors, bonjour Marius Loris. Bonjour. Donc, est-ce que on va peut-être passer directement à comment est-ce qu'en France, alors l'état de siège, donc on l'a dit, c'est quelque chose d'ancien, ça date de la Révolution française, mais plus précisément, alors du coup, bon, comment est-ce qu'on est passé de l'état de siège à l'état d'urgence, puisqu'il y a quand même, c'est pas deux choses complètement séparées, comme on voudrait parfois le faire croire. Et comment est-ce que c'est né, pour quelles raisons cette loi d'état d'urgence a-t-elle été instituée? Eh bien, bon, si on fait un rapide retour historique, hein, tout à l'heure tu parlais de la Commune de Paris, on sait que par exemple pendant les révolutions françaises du 19e siècle, notamment la Commune, on sait que l'état de siège a été utilisé pour employer la force armée directement contre les révolutionnaires. Donc ça s'est traduit, on le sait, notamment la Semaine sanglante en 71 par 20 000 morts. Et du coup, ce type de méthode au 19e siècle va continuer, hein. On sait très bien qu'il y a des répressions par l'armée jusqu'à la Première Guerre mondiale et même après, mais disons que il y a plutôt un processus assez sur le long terme, hein, dans la répression des mouvements ouvriers et révolutionnaires. On passe progressivement au XXe siècle, en gros, d'une répression militaire à une répression plus mise en place, plus gérée par la police. Avec plein de guillemets, puisque on sait par exemple que lors de la grande grève des mineurs de 47-48, où les gens sont encore armés, où on a encore des gens qui sont pour créer des comités locaux, qui ont fait la résistance, etc. Donc le bassin houiller du Nord est en grève, on envoie l'armée, on envoie le général Massu, tiens donc, celui qui fera la bataille d'Alger plus tard, et on tire sur des mineurs, qui se défendent d'ailleurs, mais on leur tire dessus. Et on peut quand même considérer que progressivement, à partir de 45, il y a en tout cas une policiarisation, même s'il y a toujours des gendarmes évidemment qui sont des militaires, hein, de la répression. Ça c'est pour les organes. Bon, pour ce qui est de l'état d'urgence en lui-même, c'est un contexte particulier, c'est celui de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que la loi du 3 avril 1955 naît dans un contexte très particulier qui est celui de la révolte des nationalistes algériens. Et face à l'ampleur de l'insurrection, le gouvernement français, qui est d'abord celui de Pierre Mendès France, puis ensuite d'Edgar Faure, vont mettre en place, vont élaborer des normes de répression, influencés et informés directement ça par Soustelle, qui était le gouverneur général de l'Algérie, donc par des gens qui ont des pratiques de répression coloniale, pratiques qui sont anciennes, on pourra en reparler, et vont élaborer donc une loi qui établit une sorte d'état juridique à mi-chemin entre le droit de la paix et le droit de la guerre, entre ce dont tu parlais tout à l'heure, entre le droit commun et le droit, l'état de siège, c'est ce qu'on appelle l'état d'urgence. État d'urgence, donc le 3 avril 1955, qui va être voté, hein, d'abord dans un premier temps pour une durée limitée, et qui suspend un certain nombre de libertés civiles et augmente évidemment les pouvoirs de police pour faire face à la répression. Alors et donc du coup cette suspension fait que ce qui est intéressant c'est d'ailleurs Sylvie Thénault qui est l'auteur de l'article un peu de référence en 2007 sur l'histoire de l'état d'urgence. On lui avait posé la question, est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement l'état d'urgence c'est une sorte d'état de siège civil?
Et du coup, elle avait dit que oui, d'une certaine façon, on pouvait considérer ça comme ça, puisque la principale différence, semble-t-il, alors mis à part peut-être un petit peu dans son ampleur, mais c'est que les pouvoirs sont transférés au ministère de l'Intérieur et au gouvernement. Et du coup, là, on comprend pourquoi est-ce que c'est important dans la guerre d'Algérie, parce que l'Algérie, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Puisque c'est considéré comme des départements français. Et du coup, on pourrait dire vraiment la différence notable de l'état d'urgence avec l'état de siège, c'est peut-être pas tellement son ampleur, comme aujourd'hui on l'entend beaucoup, l'état d'urgence a été promulgué pour pas qu'on ait à promulguer l'état de siège, même si à côté on aurait peut-être à s'inquiéter qu'on est en guerre, mais plutôt pour qu'il n'y ait pas de transfert de pouvoir aux militaires directement, mais plutôt que ce soit le ministère de l'Intérieur et le gouvernement qui gère. Disons que c'est quand même il y a un état graduel. Oui. Mais dans le contexte de la guerre d'Algérie, il s'agissait évidemment il faut rappeler que les gouvernements français de l'époque étaient attachés à l'Algérie française et donc il s'agissait pas d'une guerre. Donc état de siège, ça voulait dire mécaniquement, ça voulait dire guerre. Donc il a fallu inventer autre chose qui est l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, effectivement, c'est un transfert de pouvoir à l'autorité administrative, donc à la police, aux préfets, etc., qui ont des pouvoirs très importants. On peut faire des couvre-feux, on peut interner des gens, on peut les assigner interner non, pas dans le texte en tout cas, mais ça vient après, assigner à résidence, on peut fermer des cafés, interdire des journaux, etc. Donc on a effectivement un panel de pouvoirs qui sont donnés à la police et qui sont, c'est intéressant, à l'époque, dans l'esprit des gouvernants, qui sont appliqués aussi bien au territoire algérien, au département algérien, qu'au département métropolitain. Histoire de dire, il n'y a pas de discrimination et évidemment, la République est une et indivisible. Et donc, c'est à partir de ça, effectivement, que se lance le processus de l'état d'urgence. Processus de l'état d'urgence, d'ailleurs, il faut le rappeler, qui n'a pas été en continu pendant toute la guerre d'Algérie, en 55, puis en 58, lors de la crise du régime, en mai 58, en 61, notamment, ensuite, pendant la crise du putsch des généraux, jusqu'en, il me semble, 63, janvier 63. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a un dispositif qui est particulier et qui, au départ, qui est policier. Et le transfert de pouvoir aux militaires, et on pourrait en parler, ça c'est l'étape 2, elle arrive en 56 avec ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux. Oui. Voilà. Et donc, alors, peut-être que, donc du coup, effectivement, l'état d'urgence va être repromulgué pendant 15 jours en 58 pour un petit peu en mesure préventive pour éviter un coup d'état militaire. Finalement, bon, ça se fait par d'autres moyens, mais De Gaulle revient au pouvoir. Mais alors, ce qui est peut-être plus intéressant et ce sur quoi on pourrait peut-être s'attarder, c'est sur le plus long d'état d'urgence jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est l'état d'urgence de 61 jusqu'à, il me semble, même carrément septembre 63. Septembre 63. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très très long. Et d'ailleurs, bon, la presse a commencé à partir de la fin de la guerre d'Algérie à dire mais pourquoi est-ce qu'on garde l'état d'urgence ? Et peut-être on peut revenir sur je pense qu'après on reviendra peut-être un petit peu sur la répression dans le cas de la guerre d'Algérie, mais en tout cas, comme tu disais, effectivement, ça s'applique aussi en France métropolitaine, cet état d'urgence, et ça va avoir deux faits principaux. Enfin, ça va être la répression du 17 octobre 61 et le massacre de Charonne de février 62. Alors, disons que l'état d'urgence, effectivement, alors si on laisse de côté, mais il ne faudrait pas, mais il faut se rappeler que l'état d'urgence au départ est effectivement dirigé d'abord contre les départements algériens pour arrêter les nationalistes, entre guillemets démanteler les filières, et quand ça suffira pas, on transférera le pouvoir aux militaires, et là c'est la bataille d'Alger, c'est la torture tous azimuts, c'est les exécutions, qui avaient déjà d'ailleurs commencé en 55, puisque, n'oublions pas, tu disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement la police, mais la 10e région militaire qui recouvre les 3 départements d'Algérie française, les militaires sont bien là avec l'armée, et dès 55-56, les rappelés, puis le contingent arrive, donc il y a la guerre. Mais pour revenir effectivement, la double face de l'état d'urgence, c'est effectivement que c'est aussi sur le plan intérieur, et ça permet, même avant les événements dont tu parles, 61, 17 octobre et février 62 avec Charonne, ça permet de faire taire et d'empêcher aussi un certain nombre de critiques des opposants, qui sont jamais très nombreux, mais qui existent. Bon, par exemple, les porteurs de valises, ou alors un certain nombre de journaux contestataires qui vont publier, ça permet des saisies de journaux, etc. Bon, ceci dit, à l'époque, le gouvernement n'a même pas besoin parfois de l'état d'urgence pour le faire, mais ça facilite les choses. Alors, est-ce que effectivement l'état d'urgence, ça permet d'arriver à des situations de répression. Et c'est là où on arrive sur la question un peu vraiment coloniale, c'est-à-dire que
que dans une république coloniale telle qu'elle était à l'époque, et on pourrait aussi parler de ses continuités aujourd'hui, effectivement, on a deux moments très marquants dans la répression des Algériens. D'abord, le 17 octobre 61, puis des communistes en février 62 à Charonne, qui découlent de ça. Alors, disons que c'est faire un lien direct entre les deux. Peut-être que effectivement ça a permis effectivement à la police d'être dans un climat de confiance. Mais il y a un contexte particulier. Par exemple, le 17 octobre, il faut pas oublier de toute façon que la répression contre les Algériens, elle est ancienne, elle existe en 58 et il y a déjà des crimes. Je veux dire en 56 aussi. En 53, il y a déjà des morts dans des manifestations, etc. d'Algériens en France. Donc on a une tradition de la répression coloniale en France, sans parler de l'Algérie qui existe, qui est exacerbée dans un climat où en plus en octobre 61, il y a la perspective de l'indépendance qui est là. N'oublions pas Maurice Papon, qui est un préfet de police qui a fait ses armes en Algérie, qui était là à Sétif, 45 000 morts quand même le 8 mai 1945, qui a déporté aussi, il faut le rappeler, des Juifs de Bordeaux, etc. Donc du coup, quelqu'un qui a une véritable expérience du meurtre de masse et des techniques policières aguerries, et qui est effectivement à la tête de la préfecture et qui va donner effectivement des instructions très dures contre les nationalistes algériens, que lui permettent l'état d'urgence. Mais il y a aussi, il faut rappeler, une politique ancienne de ça, et des habitus, c'est-à-dire des manières de faire, d'être, de travailler de la police parisienne qui existent aussi. La police parisienne et de la police nationale, gendarmerie. Et le février 62, effectivement, on est encore dans l'état d'urgence, et là, c'est le climat quasiment de quasi-guerre civile, l'OAS qui menace le pouvoir gaulliste, les communistes aussi qui contestent la politique de De Gaulle, et on arrive effectivement, dans ce contexte-là, une violence très forte de la police, et c'est ça qui peut être effectivement, qui peut vraiment ces deux événements que tu rappelles peuvent nous faire froid dans le dos pour aujourd'hui, parce qu'en fait, on a effectivement un contexte où on a des minorités aujourd'hui de personnes racisées qui sont directement visées par une politique coloniale de l'État, et on pourrait y revenir, et ceux qu'on assigne, les musulmans, ou les assigner comme tels, disons pour simplifier, et ensuite on a effectivement une politique maintenant, c'est nouveau avec l'état d'urgence, encore de répression encore plus forte des militants politiques. Et le fait est que les débats qui reviennent sur une garde nationale, un service obligatoire, on a vu que il était question de réarmer les polices municipales qui sont très dangereuses parce qu'elles sont directement sous le contrôle du maire, et on sait ce que ça veut dire dans des communes très à droite, voire à l'extrême droite. On a par exemple le cas de Ménard, etc., qui veut créer une garde biterroise. Bon, donc c'est ces gens-là qui, notamment les corps francs un peu de la police municipale, qui ont été les plus meurtriers à Charonne, par exemple, ce que montre Alain Deverp dans son ouvrage. Donc effectivement, cette situation est dangereuse et légalise l'arbitraire et permet effectivement à la police d'avoir des pouvoirs très étendus, et c'est dans ce cas-là qu'on arrive dans un contexte en plus donc de racisme aujourd'hui comme à l'époque, qui peut mener à des dérapages et des meurtres, en fait, des meurtres d'État. Oui, du coup, effectivement, comme tu le rappelles bien, faudrait peut-être pas effectivement considérer l'état d'urgence comme une espèce parce que c'est vrai que c'est le discours habituel, c'est que d'un côté il y a l'état d'urgence où on déroge à quelques règles de la démocratie pour mieux sauvegarder la démocratie, et effectivement ce qu'on se rend compte, c'est que l'état d'urgence, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de la policiarisation, de la répression policière. Et donc du coup, là-dessus, en fait, finalement, il y a un continuum, il y a une continuité. Que ce soit dans la répression coloniale, effectivement, Charonne. Et le 17 octobre 61, où il y a des dizaines de morts, évidemment, c'est en continuité avec la répression policière. Et comme aujourd'hui, la vague de répression, effectivement, néocoloniale, raciste, qui s'est intensifiée avec l'état d'urgence, évidemment, c'est pas non plus, elle sort pas de nulle part. Et effectivement, ce qui est plus inquiétant, on va dire, c'est plus les dynamiques, c'est-à-dire que déjà une situation de non-état d'urgence, on va dire, est déjà quand même assez préoccupante. Et c'est vrai que là, on voit quand même que les dynamiques, voilà, tu parles déjà de corps francs, il reste la possibilité que un pouvoir de droite dure ou d'extrême droite même arrive au pouvoir tôt ou tard en France. Et effectivement, c'est pas une politique aujourd'hui, cette politique de l'état d'urgence et de la répression policière à aggraver qui touche. Ça touche effectivement, comme tu disais, donc les racisés, mais aussi peut-être
je pense qu'on en reparlera à la fin, mais peut-être que l'état d'urgence peut aussi faciliter la répression contre Notre-Dame-des-Landes, je sais pas. Bien sûr. Voilà. Alors et après peut-être un autre point, effectivement. Aussi, ce qui a été, disons, valorisé dans l'actuel état d'urgence, c'est le fait que il n'y ait pas de mesures spécifiques contre la presse, mais comme il me semble, tu le rappelles dans ton article, c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on peut plus contrôler avec les réseaux sociaux, on peut plus tout contrôler l'information. Donc à la limite, ce serait peut-être contre-productif. De toute façon, la télévision et les grands journaux restent majoritaires et eux ils sont derrière l'état d'urgence, donc il y a pas tellement besoin. Alors peut-être donc pour finir un petit peu sur la guerre d'Algérie, est-ce que du coup, quel lien on peut faire entre la situation de répression coloniale algérienne et la situation de répression néocoloniale à laquelle on a pu assister depuis, avec deux grands épisodes qui sont les deux dernières fois avant cette fois-ci où on a appliqué l'état d'urgence, qui sont 1985 et la Nouvelle-Calédonie, la répression du mouvement indépendantiste kanak, et 2005 la déclaration de l'état d'urgence sur les départements en révolte. Voilà. Juste pour corriger une chose que j'ai dit, parce qu'on parlait vite, c'est non pas les corps francs, mais des groupes d'intervention de la police municipale à Charonne qui tuent des communistes. Et voilà. Et il est question plutôt donc de plusieurs centaines de morts le 17 octobre 1961. Ah oui. Pour revenir sur la question de la continuité, c'est assez frappant de voir que effectivement, l'état d'urgence a été utilisé principalement en situation coloniale. 1984-85, effectivement, la révolte des Kanaks contre les colons, les Caldoches de Nouvelle-Calédonie, qui se prépare à l'indépendance, et effectivement une répression très dure, notamment. Alors il y a des pogroms anti-Kanaks, on sait qu'il y a aussi le GIGN qui assassine certains dirigeants nationalistes Kanaks, et la répression jusqu'au massacre d'Ouvéa, où effectivement là il va y avoir un assaut mené contre les nationalistes Kanaks avec une vingtaine de morts, même achevés, etc. Enfin dans des conditions terribles suite à une prise d'otage de gendarmes. Donc on a effectivement ici l'utilisation de l'état d'urgence comme façon de mater. Ponce le disait lui-même, l'ancien secrétaire d'outre-mer de Chirac en 86, la Nouvelle-Calédonie, 85, la Nouvelle-Calédonie, 86, c'est la colonie Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Voilà. Donc on a la même chose, on revient là-dessus. En 2005, situation néocoloniale, mais situation néocoloniale quand même, puisqu'on a des personnes qui sont effectivement principalement issues des quartiers populaires et principalement des personnes racisées, qui sont dans des situations de totale exclusion et qui subissent effectivement, et on en revient à la question de la colonialité du pouvoir, qui connaissent en fait déjà une situation d'état d'urgence quasi permanent. Ils sont contrôlés en permanence, les contrôles au faciès, les meurtres, faut-il le rappeler, de la police dans les quartiers populaires. Il y a eu une centaine de gens qui sont morts depuis 2000, qui ont été tués. On a vu encore que Amin Bentoussi a été tué par un policier qui a été acquitté par un jury de la cour d'assises du tribunal de Bobigny. Donc on a une tradition ancienne, qui existe de meurtres policiers totalement impunis, de stigmatisation évidemment à l'embauche à l'école, de stigmatisation et surtout de répression très forte aussi au niveau judiciaire. Il suffit d'aller voir une journée de comparution immédiate et de voir qui se trouvent dans le box des accusés. On est face à un pouvoir colonial et qui a un ennemi, en l'occurrence assez désigné, ces personnes racisées et qu'on appelle, qui sont assignées musulmans, l'étant ou non, mais je veux dire assignées comme telles. Du coup, effectivement, la continuité est frappante, puisque comme à l'époque de la guerre d'Algérie où l'état d'urgence a été employé dans un but de guerre contre les nationalistes algériens et qu'ils soient de métropole ou d'Algérie, eh bien aujourd'hui on a effectivement, alors la menace entre guillemets, la menace pour l'État a muté, puisque aujourd'hui il s'agit de combattre le terrorisme islamique, mais on sait très bien que, comme toujours, ce terrorisme islamique a des frontières très floues et que l'État définit lui-même les catégories de ses ennemis, et en l'occurrence aujourd'hui l'amalgame est totalement fait et franchi entre la population
musulmane de France ou assimilée comme telle et les terroristes, dans le sens où aujourd'hui on a vu que les milliers de perquisitions, les centaines d'assignations à résidence, les gardes à vue pour terrorisme qui ont souvent d'ailleurs pas abouti du tout, se sont principalement abattus sur des personnes racisées. Et du coup, on est en droit de craindre. On a vu que des scènes absolument terribles le jour de l'assaut à Saint-Denis après les attentats, apparemment des militaires qui tenaient en joue des jeunes hommes en leur demandant de montrer s'ils n'avaient pas une ceinture d'explosifs sous eux alors qu'ils se promenaient dans la rue. Je veux dire, des scènes qui rappellent la bataille d'Alger, un peu, des choses quand même qui commencent à revenir. On n'est pas encore dans la bataille d'Alger. On torture pas dans tous les halls d'immeubles, etc. Il n'y a pas des centres de torture, il n'y a pas encore des centres de triage. Néanmoins, on est sur une pente où effectivement la police et l'armée ont des pouvoirs de plus en plus étendus et peuvent faire craindre effectivement des dérapages. Et ces dérapages, en fait, peuvent faire craindre, ont déjà eu lieu. Ils ont déjà eu lieu, par exemple, avec un amalgame, comme on le sait, qui est fait entre habitants des quartiers populaires, musulmans assimilés, et qui sont tout de suite dans le collimateur de la police. Exemple, c'était intéressant, il y avait une réunion dans un meeting anti-guerre à la Bourse du Travail vendredi soir à Varlin, et une camarade militante d'un quartier qui vit là-bas disait que effectivement c'était bien que la gauche radicale blanche se mette sur ces questions-là, parce que eux ils le vivaient déjà, l'état d'urgence, depuis longtemps. Et par exemple elle a été sans aucun lien avec des questions de religion, on lui a cassé son appartement, on l'a intimidé, etc. parce que c'est une militante. Et je veux dire, c'est des choses dont on parle peu, mais on en parle un peu, mais je veux dire qui existent. Et pour moi on est dans une continuité très forte. Certes, il y a des changements de nature, on n'a pas la violence de guerre encore de la guerre d'Algérie, mais on a une violence policière qui revient à des niveaux absolument effarants. Et pour revenir et terminer juste par exemple sur la question aussi de la continuité, quelque chose moi que je trouve tout à fait frappant, et c'est ce que j'avais dit j'avais écrit dans cet article là de la revue Vacarme, c'est que notamment on est passé dans la loi du 3 avril 55 à la notion, donc sur la question de l'assignation à résidence, peuvent être assignées à résidence des personnes dont l'attitude pourrait constituer une menace pour l'État. Ça c'était l'ancien texte. Le nouveau texte voté en novembre 2015, c'est non plus l'attitude, mais dont le comportement pourrait être suspect, c'est-à-dire pourrait être dangereux pour les intérêts de l'État. Ça veut dire qu'on est passé de la notion d'attitude, donc de fait, qu'on pourrait déjà discuter, à celle de comportement. Donc on supposerait. Donc on est en dehors même là de toute notion du droit. C'est carrément du délit, on va dire du délit de sale gueule pour le dire vite, mais c'est surtout du délit. Enfin, c'est déjà un procès d'intention. C'est-à-dire qu'on peut sous je ne sais pas quel motif, note blanche, note d'un RG, de tel organe de la police tentaculaire des services secrets de je ne sais quel service, peuvent décider d'écrire une note sur vous et votre comportement est dangereux, vous êtes assigné à résidence. Et c'est ce qui s'est passé pour un certain nombre de gens dans des quartiers ou autres, mais aussi pour des militants, ce qui est quand même chose assez neuve, de militants de la gauche radicale, activistes ou non d'ailleurs. Hein. On l'a vu pendant la COP21, il y a des gens qui ont été assignés. Et donc oui, pour répondre à ta question, c'est aussi c'est les deux faces en fait d'une même pièce. On combat l'ennemi intérieur, qui est soi-disant l'ennemi islamiste, mais bon, dans lequel on met toute la population, à mon sens, musulmane. Et de l'autre, on combat les seuls opposants à la politique. Il y en a aussi, hein, bien évidemment, dans le quartier, mais ce que je veux dire, c'est que on combat aussi les seules personnes critiques à peu près, c'est-à-dire la gauche radicale, et qui, elle, se retrouve à présent menacée de manière assez sérieuse, puisque des assignations à résidence, c'est quand même assez sérieux, que les tribunaux administratifs ont rarement cassé, pendant la période dure, les assignations, qu'il y a eu des manifestations interdites avec des gardes à vue généralisées. On peut appeler ça de l'emprisonnement généralisé d'une journée, 24 heures pour 300 personnes, c'est ça, hein, le 29 novembre. Donc voilà, on est là-dedans, et ça peut servir, et ça sert déjà à fermer des squats, à intimider un certain nombre de mouvements sociaux, etc. Je veux dire, c'est très clair. Et ça mène peut-être à ce qu'on va dire après, mais à la question de quel est le mode de gouvernement de l'État. Et l'état d'urgence, à mon sens, certes, ça fait partie de l'arsenal de l'État, mais en revanche, c'est une des techniques qui est en son pouvoir, mais que finalement, cette technique est assez, je veux dire, l'État gouverne en fait, on va peut-être venir sur cette question-là, par la guerre civile en fait, d'après Foucault, on pourra en parler. Voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale maintenant, voilà, à l'oppression de Léo Ferré. Ses mains bonnes à tout,
même à tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens avec leurs yeux fardés d'horaires et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et dis-tu des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère, et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira parce que tu casseras les lois de l'oppression. Regarde-la flâner dans l'œil de tes copains sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Alors, alors peut-être donc pour revenir sur quelques points que tu viens d'évoquer, Marius, c'est vrai que finalement l'état d'urgence en tant que loi reste assez délimité dans le temps. Si on regarde son application depuis 1955, ça fait à peine 3-4 ans quoi en tout. Mais c'est vrai que je pense que c'était important d'insister sur le fait que il y a des espaces géographiquement circonscrits qu'on pourrait appeler les espaces un peu néocoloniaux avec les colonisés de l'intérieur et donc qui cristallisent un petit peu cette figure de l'ennemi intérieur qu'on distingue pas très bien de l'islamiste, du terroriste. Effectivement, on pourrait revenir sur cette figure de l'ennemi intérieur qui est alors parfois l'arabe, parfois l'islamiste iranien, puis l'islamiste du GIA, puis maintenant l'islamiste d'Al-Qaïda, puis l'islamiste de Daesh. Mais finalement, l'attention se porte toujours vers la même catégorie de population et vers le même espace. Et donc on reviendra aussi sur l'idée donc il y a ça. D'autre part, on reviendra un petit peu sur l'idée qu'est-ce que l'état d'urgence, quelles sont un peu les perspectives, les dynamiques de l'état d'urgence déjà depuis novembre, et puis vers quoi est-ce qu'on peut éventuellement basculer avec peut-être les lumières un petit peu de l'histoire.
Et c'est vrai par rapport à la répression que effectivement c'est peut-être pas nouveau, mais c'est vrai que les militants politiques sont touchés plus largement, on va dire, au moins plus massivement, jusqu'à il me semble le porte-parole du DAL ou des gens qui sont pas pourtant des militants d'extrême gauche, avec les assignations à résidence. Puis effectivement, c'est vrai que la répression du 29 novembre a été très très durement, a été relativement durement réprimée. Même si, encore une fois, disons durement réprimé pour une manifestation, parce qu'après il y a quand même eu d'autres manifestations qui ont été très durement réprimées, que ce soit les manifestations pour Notre-Dame-des-Landes à Nantes, où il y a aussi une tradition de grosse répression policière, ou dans les quartiers où là vraiment les manifestations sont réprimées de manière encore plus violente. Mais avant donc de revenir un petit peu sur cette actualité brûlante, peut-être finir un petit peu sur les lectures qu'on peut avoir de cet état d'exception. Je te propose de commencer un petit peu sur la lecture que tu peux donner avec les travaux de Foucault et d'Agamben, de manière relativement simple, sur ce que c'est que l'état d'exception comme mode de gouvernement, comme forme de l'État, et puis après on reviendra peut-être sur des questions d'actualité, voilà. Bon, après, voilà, j'avais fini sur cette question-là, mais parce que tu posais la question en tant que libertaire, la question que ça pose, et effectivement, moi je pense notamment à un cours de Foucault qui s'appelle au Collège de France de 72-73, qui s'intitule La société punitive. Et on sait que Foucault a eu des relations assez compliquées avec les libertaires, et notamment aussi des gauchistes, les libertaires, etc. après 68. Et pour plein de raisons. Mais c'est pas trop ça le problème qui nous intéresse ici, c'est de dire plutôt que selon lui, la guerre civile est la forme de gouvernement de l'État. Et plus que de l'État, c'est même la forme, d'après lui, c'est même l'essence même du pouvoir, des relations de pouvoir. Ça veut dire que si l'État aujourd'hui est celui qui est le dépositaire et qui a le monopole de la violence physique, qui met en place des dispositifs disciplinaires, l'enfermement par exemple, qui a des pouvoirs de police militaire, la force armée, etc. Ça ne veut pas dire toute relation de pouvoir selon lui est l'expression d'une guerre civile qui s'affrontent. On peut penser à des épisodes révolutionnaires bien connus. Tu as parlé de la Commune. On peut parler aussi de la guerre civile russe. On peut parler de la guerre d'Espagne. Mais même dans des relations, même à l'échelle plus fine, plus petite, on peut considérer que de toute façon, les relations de pouvoir sont des relations. Il les pense sur le mode de l'affrontement. Néanmoins, sur la question de l'État, c'est vrai que selon lui, dans la société punitive, c'est vraiment la guerre civile habite le pouvoir, et notamment le pouvoir d'État, et que c'est effectivement quelque chose qui naît avec l'État moderne au XVIIIe siècle, et qui ensuite a des prolongements au XIXe siècle, au XXe siècle, etc. Et que cette forme de gouvernement par la guerre civile, je l'interprète en simplifiant à peine, c'est-à-dire que l'État étant une puissance d'agir, je grossis un peu le trait puisque l'État est parfois plus complexe, mais étant une puissance d'agir, elle cherche, en sens un peu spinoziste, elle s'efforce comme tout être à persévérer en son être, à être ce qu'elle est, n'est-ce pas, et à grossir, comme peut l'être le désir d'argent du capitaliste. Je veux dire, il cherche toujours à persévérer en son être, et effectivement, l'État, de fait, va, tant qu'il ne rencontre pas de résistance, il continue à gagner du pouvoir sur les gens les forces qui peuvent éventuellement le bloquer, la société, les mouvements ouvriers, les mouvements révolutionnaires, etc. Et effectivement, ce n'est pas un hasard si on a l'état d'urgence aujourd'hui. On est dans un moment historique d'étiage particulièrement bas des mouvements sociaux. Les syndicats aujourd'hui sont extrêmement faibles ou corrompus. Je veux dire, corrompus dans la cogestion plutôt que la corruption, c'est même pas la question. Sont dans la cogestion totale. Donc il y a une annulation quasiment des luttes sociales, même s'il y a encore des gens qui se battent. Je dis pas qu'il n'y a pas de lutte locale, mais c'est quand même le cas. Les luttes locales, urbaines, etc. existent, mais elles sont faibles. Nous sommes faibles. Les anticorps, disons, des mouvements sociaux sont aujourd'hui assez faibles contre l'État, et ça explique aussi peut-être pourquoi il peut, à ce point, aller aussi fort et aussi loin dans son dispositif. Donc guerre civile, et effectivement, l'État se bat contre une partie de la société, une grande partie de la société en tout cas. Et ça semble, moi j'interprète effectivement la société punitive de Foucault dans ce sens-là, comme un mode de gouvernement normal, exacerbé
par l'état d'urgence, mais mode de gouvernement normal, exacerbé parce qu'on est faible. Et effectivement, on pourra en revenir après à la question des perspectives, mais c'est vrai que seules des luttes fortes peuvent empêcher et contraindre l'État de rentrer, de refluer, en tout cas, au moins de refluer dans un premier temps. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on assiste à, effectivement, l'État paraît aujourd'hui finalement peut paraître en termes de nombre de morts plus faible que au 19e siècle, mais c'est parce que il y a aussi toutes des techniques de répression où on va essayer, disons, si l'intensité est pas trop forte, simplement de casser les gens, les foutre en garde à vue. Bon, parfois vers pas mal de manifestants qui vont perdre des yeux et tout ça. Et du coup, bon, sur cette idée effectivement, du coup, si comme tu dis, la guerre civile, la guerre contre une partie de la société, c'est une forme constitutive de l'État moderne, et ça, je pense que là-dessus on est d'accord. C'est cet état de guerre civile, à la fois, et c'est ça qui est un peu paradoxal, à la fois est exacerbé parce que l'État aujourd'hui est encore plus va réprimer dans les quartiers de manière encore plus forte, va réprimer les militants politiques de manière encore plus forte, et d'un autre côté, jamais l'État ne s'est présenté comme, si à certains moments historiques, mais il s'est rarement présenté comme autant unanime, porté par une espèce d'union, tout le discours sur l'union nationale. Et c'est là où effectivement ça c'est une dynamique qui est assez inquiétante. C'est d'un côté l'union nationale qui va de ce qu'on pourrait appeler le centre gauche sécuritaire de Valls, de Hollande, jusqu'au Front National. Où finalement ce que Debord appelait les oppositions spectaculaires entre le Parti socialiste, l'UMP, le Front National semble un petit peu s'estomper, et simplement c'est un petit peu à qui mènera la guerre civile contre une portion de la population, en fonction un peu plus intense ou un petit peu moins intense selon le parti politique. Et là effectivement on a une dynamique qui peut, alors c'est toute chose égale par ailleurs, mais qui peut rappeler effectivement les années qui ont précédé les dernières années de la République de Weimar, où alors là c'était plus pour une question de crise économique, mais je pense on est en plein dedans, donc c'est aussi un terreau très favorable à un État beaucoup plus fort, l'état de crise économique. Et c'est vrai que dans les dernières années de la République de Weimar, les désaccords entre partis, et c'était c'était, on va dire, de toute façon le Parlement était plus réuni, donc de toute façon les oppositions étaient plus faibles, mais il y a des espèces on arrive sur la dynamique aussi un peu du nationalisme, c'est-à-dire la création d'un corps de population qui soutient un État unanime dans sa volonté de répression face à des segments de la population qui historiquement ont été constitués par le capitalisme comme des populations subordonnées, donc les populations coloniales par excellence. Et du coup, c'est vrai que les dynamiques actuelles, là je reviens un petit peu sur cette idée un petit peu sur vraiment cette union nationale, la montée du nationalisme, même chez des partis, même dans des partis qui se réclamaient moins du nationalisme auparavant, comme le Parti socialiste. Aussi des chiffres qui sont assez inquiétants, le fait que apparemment 75% à 80%, même si les sondages sont toujours assez pourris, mais 75 à 80% des Français qui se réclameraient qui soutiendraient l'état d'urgence, espèce de, je sais pas, d'unanimisme qui tait un petit peu les oppositions, qui peut y avoir,
et avec un ralliement qui semble, en tout cas en apparence, assez massif derrière un État capitaliste extrêmement répressif. Écoute, pour te répondre, en fait, je vais te répondre. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et je pense que même on peut aller, pour aller dans ton sens, la question de la guerre contre une partie de la population, on peut en discuter. Notamment, il y a des chercheurs, des sociologues qui ont montré. Je pense notamment à Marwan Mohamed, qui est un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle l'Islamophobie, comment les élites ont fabriqué le problème musulman, montre en fait d'abord l'historicité de cette islamophobie d'État, et qui ne vient pas de nulle part, puisque il faut savoir que selon ce sociologue et ces sociologues, parce que pendant longtemps ils ont animé un séminaire à l'EHESS sur ces questions-là d'islamophobie, influencé en ça notamment par des études anglo-saxonnes, puisqu'en France il y avait un léger déficit sur ces études-là. Ils ont montré comment on serait passé d'un racisme biologique d'État, mais même généralisé, dans les années 60-70, à une ethnicisation du religieux, un racisme religieux. Ça c'est sur le principe. Comment ça s'est conçu, fabriqué dans les faits? Eh bien, il y a l'exemple des grandes grèves, par exemple, automobiles de 82-83. À ce moment-là, il y a des grandes grèves, donc notamment des OS, les OS qui sont principalement des immigrés qui sont venus travailler à partir des années 50-60 et qui se mettent en grève. Et face à cette menace finalement des travailleurs OS, le patronat va se servir, le patronat et ses relais médiatiques et ses relais dans l'État, va se servir de la République des barbus, c'est-à-dire de la révolution à Téhéran en 79, en disant péril rouge, péril vert, attention, et va commencer à modifier le curseur en disant, en inventant une nouvelle figure de l'ennemi qui serait ce travailleur musulman, fanatique, islamisé. Et il y a des montages photos dans les journaux de l'époque. Je cite, là c'est Marwan Mohamed qui le dit dans son livre, qui l'écrit, et qui montre que effectivement il y a des tapis de prière, des espèces de montages comme ça grotesques. Première étape. Deuxième étape, c'est les premières affaires sur le voile dans les années 80 puis 90, les premières affaires du voile à l'école. On va commencer à exclure des femmes. Il y a évidemment la loi de 2004, si je me rappelle bien, 2004, qui est une loi directement sans se tromper, qui est une loi directement dirigée contre les femmes voilées. Et si on veut, on pourrait, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. On pourrait multiplier effectivement les politiques d'État discriminatoires directement à l'encontre des musulmans et notamment, en particulier là en l'occurrence, on parle des femmes musulmanes, mais pas seulement. Et sous ce supposé esprit des Lumières, féminisme, etc., se cache en fait ce que beaucoup de gens ont montré, de chercheurs ont beaucoup travaillé là-dessus, aussi bien des historiens que des sociologues, un féminisme ou une sorte d'humanitarisme d'origine coloniale qui est à peu près du même niveau que quand les Français arrivaient, par exemple, quand il y avait encore les Français en Algérie, je veux dire en tant que colons, il y avait des séances de dévoilement des femmes, encore dans les années 40, 50 à Alger ou dans d'autres villes, pour montrer qu'elles allaient devenir enfin l'égale des femmes blanches. Et donc on est encore dans cette espèce de mythologie-là, qui est relayée aussi bien par l'école, très fortement par l'école, que par des médias, évidemment par d'autres institutions de l'État, et puis aussi par plein de gens. Et cette politique-là, à mon avis, de discrimination au long cours, elle est rentrée dans les esprits. Et effectivement, elle participe du phénomène massif du rejet et d'une assimilation très grotesque, effectivement, des personnes racisées comme musulmanes à un ennemi intérieur. Et effectivement, ça vient se surajouter à la répression ancienne, effectivement, dans les quartiers populaires. On n'a pas fini tout à l'heure sur 2005. 2005, ça a quand même été 3000 arrestations, après 3 semaines d'émeutes, 500 condamnations lourdes, etc. Et si on écoute, c'est intéressant, la parole des acteurs d'ailleurs de l'époque, c'était une rébellion contre la police, c'était une rébellion contre l'État, et c'était quelque chose qui était de l'ordre contre l'État colonial, avec la violence symbolique et physique que ça pouvait être. Donc effectivement, c'est une politique au long cours qui est là et qui effectivement peut nous faire dire pour moi on est dans les années 30. Oui, on est dans les années 30 en termes de discrimination d'une population. Et pour revenir ensuite sur ce que tu disais, la question du fascisme et de l'union sacrée, du nationalisme. C'est clair que le curseur s'est complètement déplacé à droite et que la situation de guerre, je veux dire dans laquelle on est, guerre, on va mettre plein de guillemets, on peut revenir après, favorise effectivement l'union sacrée. On peut penser à 1914, etc. On peut penser à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Rappelons que les socialistes, finalement,
ne soyons pas si indulgents avec eux. Je veux dire, ils ont un passé de colonialiste. Rappelons Guy Mollet qui a voté les pouvoirs spéciaux, etc. Mitterrand qui condamnait à mort, etc. Enfin, il était ministre de la Justice en Algérie et qui signait pas les lettres de grâce. Je veux dire, les socialistes ont une tradition de répression coloniale sanglante et je pense que il ferait bien de l'assumer. De toute façon, enfin, je veux dire, c'est une constatation historique. Donc du coup, nationalistes ils le sont et ils le sont dans un optique très clair, c'est de tuer les luttes sociales qui pourraient s'y opposer. Donc l'union sacrée, ça participe de ce phénomène-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on n'en a pas parlé, mais n'oublions pas que l'union sacrée, on est dans une situation, on est en guerre intérieure, état d'urgence, guerre extérieure. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la France est en guerre depuis longtemps quand même, en Centrafrique, au Mali, en Syrie, en Irak, etc. Il y a des OPEX, des opérations extérieures. On a des bases coloniales, on en a à Djibouti, en Centrafrique. Je dis on, excusez-moi, j'enlève le on tout de suite. L'État français a. Et du coup, ça veut dire que, enfin, c'est les deux faces d'une même pièce, guerre extérieure et guerre intérieure. Et du coup, c'est dans cette optique-là, effectivement, que l'union sacrée se fait, et on est dans un pays aujourd'hui, effectivement, où l'état d'esprit est très militariste. Et donc, pour venir sur la fin de ta question, fascisme, etc., moi, je suis même pas sûr qu'on ait besoin d'en arriver à un état totalitaire, puisqu'on est déjà dans un état sécuritaire, qui est la version, disons, disciplinaire, moins, même si l'état d'urgence rabote quand même très fortement des libertés civiles qu'on avait, il faut quand même le dire, avant, et qu'on est en train de perdre, le droit de manifester, par exemple, des libertés très importantes. Je veux dire, on n'a pas forcément, enfin, l'État n'a pas forcément besoin, aujourd'hui, nos gouvernants n'ont pas forcément besoin de ça pour mater la population, puisqu'il y a tout un ensemble de techniques qui n'existaient pas. Je veux dire, ce qu'on peut appeler plein de choses, la télévision, la publicité, l'open government, la cybernétique, tous les outils qui font que les citoyens ont l'impression de gouverner par eux-mêmes, alors qu'en fait ils le font pour des entreprises privées ou pour l'État. Je veux dire, il y a plein de techniques. Là, je renvoie par exemple au livre à nos amis, qui reprend parfois maladroitement, mais le livre de Foucault, les travaux de Foucault, mais qui les intègre de manière intéressante et qui montre ces nouvelles formes de gouvernementalité ou de gouvernement, et qui font que on n'a pas besoin d'être dans des dispositifs disciplinaires aussi durs. Mais en revanche, là où il s'applique très fortement, c'est toujours contre les ennemis, et donc musulmans ou activistes de gauche, de la gauche radicale. Et pour terminer peut-être sur la question des perspectives, parce que tu avais posé cette question, la question qui s'est posée en 55, quand il y a eu l'état d'urgence, c'était de la part de communistes qui s'opposaient à cette loi. C'était, quand ils entendaient assignation à résidence, ils pensaient à l'internement vichysois, de l'époque de Vichy. Certains l'avaient subi. Et ils ont tout de suite dit, ça veut dire que vous allez créer des camps. Et le gouvernement a dit non, on créera jamais de camps. Et effectivement, il fallait ne pas les croire, puisque un mois après, en Algérie, il y avait déjà les 4 premiers camps d'internement qui ouvraient. On sait ensuite, dans un cadre qui est autre que celui de l'état d'urgence, qu'il y a eu 1 million de personnes qui ont été internées en Algérie dans des camps de concentration. On sait qu'il y a eu des camps aussi en France. Je veux dire, ces choses sont très larges. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, cette question revient quand même de manière lancinante, la question de l'internement administratif qui existe déjà en France pour les sans-papiers et les réfugiés. Donc, il existe. Et qui pourrait être étendu à des citoyens français. Et je dis pas que c'est pire ou moins pire que les étrangers et les sans-papiers, ce qui est quelque chose de très grave déjà. Mais je veux dire, ce serait étendu aussi à des citoyens pour des raisons politiques, islamistes, ou par exemple, on sait jamais, d'extrême gauche, par exemple. On sait que certaines personnes ont perdu leur travail parce qu'elles ont été dénoncées par le ministère de l'Intérieur à leur employeur en disant cette personne a une fiche S, paf, il perd son travail, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a eu des cas comme ça. Je veux dire, on est déjà, on est dans un climat de suspicion, de chasse aux sorcières. On l'avait déjà eu après Charlie contre ceux qui pouvaient, les attentats de Charlie, ceux qui pouvaient être critiques vis-à-vis de la politique du gouvernement. Ça va continuer. On arrive en fait dans une zone effectivement. Alors peut-être que tu appelles ça fascisme, pourquoi pas, où les délits d'opinion vont être criminalisés, vont être des crimes, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, je suis pas juriste, mais je veux dire c'est une différence un peu entre les démocraties dites entre guillemets, plein de guillemets, libérales et les totalitarismes. Et effectivement, on a un glissement vers ça. Et je sais pas où le curseur, on peut pas savoir où le curseur va s'arrêter, mais il est possible. La question des camps se pose aussi. Ouais. Oui, bien sûr, c'est pas une. Je pense que le mot de plus que de fascisme, je pense qu'il faudrait peut-être parler d'une. Oui, effectivement, d'une sécuritarisation, d'une fascisation. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, mais effectivement, c'est plus une dynamique que quelque chose d'achevé ou
je pense que effectivement la dynamique est effectivement pas arrêtée et que on va aller vers toutes les dynamiques que tu as expliquées. Donc effectivement la question des camps, la question voilà de l'élargissement des internements administratifs, l'extension peut-être aussi de la catégorie d'ennemis intérieurs vers de la figure disons du colonisé d'abord comme arabe pendant la guerre d'Algérie et jusque 79, puis la figure du musulman finalement où les deux sont quand même dans une grosse continuité. La figure du musulman remplaçant avantageusement celle de l'arabe puisque ça permettait de dire qu'on n'était pas raciste mais juste pour la laïcité. Voilà. Donc c'est effectivement toute la thèse d'islamophobie de Marwan Mohamed. Et d'ailleurs on n'a pas cité les travaux de Mathieu Rigouste qui est aussi un militant libertaire qui a vécu toute sa vie à Gennevilliers, qui a écrit plusieurs ouvrages très intéressants. Donc rapidement, donc l'ennemi intérieur, qui est paru à la découverte en 2009, les marchands de peur, parce que effectivement, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on pourrait être l'état d'urgence s'intéresser au comportement. Et du coup là, c'est vraiment la conception sécuritaire de l'idéologie sécuritaire par exemple d'Alain Bauer. La conception une conception proactive, c'est-à-dire qu'on a déjà eu historiquement avec les lois scélérates de la fin du 19e siècle où c'était plus simplement le fait d'avoir fait un attentat revendiqué comme anarchiste qui était interné, mais simplement le fait de se revendiquer du courant libertaire, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait eu beaucoup de journaux libertaires qui avaient été interdits à cette époque. Et c'est vrai que je sais pas vraiment si on peut. Je pense pas qu'on peut parler de retour de l'histoire parce que les situations sont toujours différentes, mais l'histoire au moins un peu éclaire les dynamiques actuelles et à venir. Et effectivement, du coup, la figure de l'ennemi intérieur élargie, ce serait presque un peu l'islamo-gauchiste dont on a un petit peu parlé, même si en général les deux sont dissociés. Mais c'est vrai quand même qu'il y a, c'est vrai que étant donné que l'état d'urgence est censé être une lutte contre l'islamisme et qu'on interne aussi des gens de la gauche radicale, on peut quand même penser que du coup l'ennemi intérieur c'est l'islamo-gauchiste, quoi, qu'il soit plutôt islamiste ou plutôt gauchiste. Et du coup après tu as parlé de à nos amis, donc là on est plutôt sur des analyses. Bon, on est resté globalement dans des analyses plutôt foucaldiennes. Si je pouvais avant de passer peut-être pour finir sur un petit peu l'aspect géopolitique de tout ça, parce qu'on a parlé surtout là pour l'instant de ce qui se passe en France, mais évidemment cet état d'urgence a une dimension extérieure géopolitique très importante. Il y a une théoricienne féministe qui s'appelle Roswitha Scholz qui a proposé le concept de dissociation valeur sexuelle. Donc c'est l'idée que le capitalisme, pour fonctionner, a assigné historiquement un certain nombre de caractères, de traits, de rôles sociaux à un mâle qui serait le mâle producteur de marchandises, donc avec les idéaux de force, donc tous les idéaux masculinistes qu'on retrouve dans la police, dans l'armée, au travail, etc., etc. Et d'un autre côté, de manière subordonnée, mais aussi importante parce que c'est le complément réciproque, la figure féminine qui, elle, assure les tâches subordonnées, les tâches qui sont nécessaires à la reproduction du capital, mais qui rentrent pas directement en compte dans la production de marchandises, donc tout ce qui est faire le ménage, s'occuper des enfants, et même à l'intérieur de l'entreprise se retrouver dans des positions subordonnées, donc typiquement la secrétaire qui aide le cadre, qui lui crée vraiment de la valeur, et la secrétaire qui est un petit peu la condition nécessaire de cette production de valeur par le cadre, mais de manière subordonnée. Et du coup, on pourrait peut-être hypothéquer que il y a une autre forme de dissociation valeur, qui serait la dissociation valeur. Alors d'abord constituée comme coloniale et raciste,
où on va dire l'Algérie avec notamment le code de l'indigénat, c'était le travail gratuit mais qui va permettre aux colons lui de produire de vendre des marchandises et donc de s'insérer dans et de permettre l'expansion du capitalisme français colonial. Et cette dissociation valeur, elle se serait reconfigurée à partir des années 60-70 dans ce qu'on pourrait appeler une dissociation valeur néocoloniale, c'est-à-dire où les banlieues sont à la fois cet espace qui est nécessaire au capitalisme parce que ça fait une armée de réserve, c'est des prolétaires qui sont employés peu cher, et d'un autre côté qui sont rejetés, qui sont dissociés, et là et au niveau idéologique ça se vérifie avec toute l'idée que les banlieues sont des zones de non-droit qui ne font pas partie de la France, et tout ça, et c'est ça qui est assez du coup voilà, c'est ce qui est intéressant dans ce concept de dissociation valeur, c'est son côté un peu dialectique, c'est-à-dire que à la fois les banlieues sont nécessaires, les populations colonisées de l'intérieur sont nécessaires au capitalisme français, comme armée de réserve, comme prolétaires pas chers, et en même temps ils sont rejetés à la fois dans les discours médiatico-politiques, et à la fois spatialement ils sont circonscrits dans des espaces qui sont marginalisés. Et du coup j'en arrive à la question géopolitique sur laquelle je pense on va finir. Ces espaces donc dissociés avec la crise du capitalisme à partir qui est assez forte et structurelle depuis les années 1970, ces zones c'est à la fois ces zones dissociées et ces sujets colonisés dissociés évidemment ont été les plus touchés par la crise, puisque évidemment c'est toujours les périphéries qui prennent dans la tronche quand il y a une crise du capital, et effectivement cette crise a certainement alimenté une dynamique que je qualifierais pas d'islamisation, mais plutôt où l'absence de toute perspective existentielle, même celle qui était dénoncée en 68, la seule perspective qui est celle du travail, l'absence de ce dernier mode de socialisation, de cette dernière forme d'identification, de structuration subjective, fait que le capitalisme dans sa crise pousse les individus superflus, qui sont rendus superflus, qui peuvent plus trouver leur place dans le capitalisme, en servant de prolétaires pas chers, fabrique finalement, pousse les individus vers des idéologies de crise. Alors selon qu'on soit, on va dire, le sujet blanc dominé, ça va être vers le Front National, ou d'autres formes encore plus radicales, ou selon qu'on soit racisé, ça va être poussé vers des formes comme l'islamisme. Et du coup, bon, ça retourne un petit peu le discours qui consiste très orientaliste, qui consiste à dire que finalement l'islamisme est un produit de l'extérieur, de l'Orient immémorial depuis 732, voilà, et plutôt est un produit de la crise du capitalisme dans ces espaces particuliers. Endogène. Voilà, c'est une dynamique endogène. Et du coup, on pourrait se demander, et je te passe la parole juste après, on pourrait se demander si du coup, étant donné que c'est cette dynamique de crise du capitalisme qui est particulièrement forte dans les espaces néocoloniaux dissociés, donc dans les banlieues, d'ailleurs ça, parfois c'est pas que des gens des banlieues qui sont des djihadistes, donc mais est-ce que finalement le fait de renforcer cette dissociation, de renforcer la criminalisation des quartiers populaires, de renforcer la criminalisation de l'ennemi intérieur, est-ce que
ça ne fait pas en fait finalement le jeu en fait de comment dire là on essaye un petit peu d'attaquer l'état d'urgence sur son propre terrain, mais est-ce que finalement la dynamique de l'état d'urgence ne renforce pas, ne co-construit pas la dynamique de djihadisation? Enfin, évidemment, de toute façon, si, bien sûr, moi je suis d'accord. Je veux dire, l'idée étant d'avoir un ennemi intérieur pour exister. Il faut notamment, en plus, c'est un grand classique, trouver des boucs émissaires. On est dans une situation de crise sociale et économique très grave, donc évidemment détourner l'attention sur la question du problème islamiste et amalgamer la question terroriste, etc. Évidemment, c'est une technique très classique. Là-dessus, je suis d'accord. Après, sur la question, sur la question des espaces relégués, etc. La dissociation, c'est une théorie intéressante. Je connaissais pas cet auteur, mais c'est sûr que en même temps, il faut faire attention parce que les espaces, par exemple, les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers populaires, le taux de chômage est extrêmement élevé. Je veux dire, et du coup, armée de réserve, en sens marxiste, oui, pourquoi pas, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont juste pas accès à l'emploi. Je veux dire, il y a 50% de chômage dans certains quartiers, il y a des discriminations à l'embauche terribles pour les personnes racisées, donc il y a plein de problèmes, même si ça va dans ce sont des populations un peu superflues quoi pour le capital qui servent plus à elles sont opprimées d'une façon en tout cas effectivement particulière. Je sais pas si on aurait le temps de finir là-dessus, mais moi ce que j'aimerais juste dire en rebours, et on va s'arrêter, c'est ça, non? Non, vas-y, on a encore un peu de temps. C'est que comment dire, effectivement il y a comment dire, on sait, mais ça, je veux dire, c'est montré par plein de gens que les politiques, disons, dites antiterroristes, créent leurs ennemis, que les guerres, notamment, et ça, il faut le rappeler, c'était le sens de ce qui s'est passé vendredi soir à la Bourse du Travail, et c'est le sens aussi de cette mobilisation à double face, qui le 30 janvier à Paris, si je me trompe pas, va mobiliser contre l'état d'urgence les gens, et puis aussi sur la question de la guerre. Parce que n'oublions pas que les premiers promoteurs du terrorisme en France sont d'abord, je suis désolé, mais les marchands de morts que sont, les militaires français et les industriels de l'industrie de l'armement française, qui arment des pays qui arment souvent des mouvements terroristes, et qui par ailleurs, par les effets pervers des bombardements, les dégâts que peut causer l'armée française, notamment à l'étranger, et produit un effet retour effectivement, et une mobilisation de gens sans cause, perdus, etc., qui vont là-bas et qui reviennent ensuite commettre des attentats en France. Et je veux dire, ce serait, évidemment, on sait qu'il y a des gens un peu cyniques, certes, mais intelligents quand même, qui savent ce qu'ils font, et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font la guerre pour préserver un certain nombre d'intérêts stratégiques, économiques au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au Sahel, en Centrafrique, etc. Mais ils savent très bien que l'envers du corps sera un retour d'attentats dans les pays locaux d'abord, car les premières victimes du terrorisme, elles sont dans les pays africains ou moyen-orientaux, mais qu'il y aura effectivement des dommages entre guillemets collatéraux, des attentats à Paris par exemple, et probablement qu'il y en aura d'autres, puisque de fait que cette politique on peut la qualifier d'impérialiste, etc., va continuer, et que on risque d'avoir encore une alimentation de conflits. Donc la question de l'état d'urgence, c'est vraiment une question qui est toujours guerre intérieure, guerre extérieure, et les deux sont dialectiquement liés, et c'est contre ces deux phases qu'il faut lutter, même si effectivement, comme tu le disais, ça va être très difficile, puisque on a, alors les sondages, on peut dire ce qu'on veut avec un sondage, les médias fabriquent l'opinion, tout ça on connaît, mais c'est vrai qu'il y a un état d'esprit qui est plutôt aujourd'hui revanchard, nationaliste, etc. Mais ça, c'est des pics. Et ça peut changer. Les pics d'émotion, on sait que l'émotion en histoire, ça monte et après ça redescend. Ouais. Et après, il peut se passer des choses. Et c'est là où il faut intervenir, faire des interventions militantes, organiser des manifestations, aller voir les gens, discuter, faire du terrain. Des choses qui existent. Et juste aussi pour terminer, parce que tu disais que effectivement, il y a une partie des gens dans les quartiers populaires qui sont tournés vers la question, vers l'islam, etc. De manière radicale ou non, à vrai dire. Et par ailleurs, peut-être que moi, ça m'importe peu, puisque ce qui compte, c'est la question on peut avoir des identités plurielles, on peut être musulman et faire partie de mouvements associatifs de quartier, on peut lutter aussi sur des questions révolutionnaires. Il y a des collectifs qui existent, passons-nous, il y a des gens qui sont à Stop Contrôle Faciès, il y a même des gens au pire, même si on sait que le Parti indigène de la République peut poser problème à certains. Néanmoins, ils ont le mérite d'exister, et il y a des forces qui existent et qui ne réduisent pas, en fait, l'opposition dans les quartiers à juste des islamistes, etc. Et quand bien même le serait-il, ça peut se combiner avec d'autres choses, et on peut se battre ensemble contre l'état d'urgence, et j'espère qu'on le fera. Voilà. Ouais, bien sûr, et c'est vrai que du coup c'était
mon argument, c'était principalement pour dire que finalement la dynamique du capitalisme français et de l'État français, de sa dynamique néocoloniale, de dissociation valeurs néocoloniales, elle co-construit un phénomène. Elle co-construit un phénomène qui serait le djihadisme islamiste et dans lequel elle trouve le prétexte, même s'il peut être sincère pour certains acteurs, elle co-construit le prétexte d'une dynamique qui, en plus de tous les problèmes liberticides, etc., et les dynamiques de fascisation que ça peut entraîner, et en plus alimente le phénomène qu'il prétend combattre. Et ça me rappelle le fait que plusieurs djihadistes avant avaient tweeté qu'ils souhaitaient la victoire du Front National et du coup eux sont, le Daesh est extrêmement content de la dynamique de l'état d'urgence, puisque effectivement qui dit racialisation renforcée, répression renforcée, dit aussi et en plus comme les médias regarde un petit peu l'islamisme comme un petit peu la seule forme de lutte radicale vers lesquelles peuvent se tourner les gens qui sont dissociés, et évidemment en fait les médias aussi construisent l'islamisme comme un peu la seule alternative à la bonne intégration du bon citoyen français, quoi. On en revient au titre de l'ouvrage Marwan Mohamed, l'islamophobie, comment les élites ont fabriqué le problème musulman, oui. en dissociant effectivement la question des luttes du travail, en amalgamant des gens qui étaient en lutte, notamment on parlait des usines tout à l'heure, oui. Automobiles début des années 80, à finalement une appartenance à un mouvement djihadiste, islamiste, international, etc. Et en fait, effectivement, c'est des stratégies, effectivement, c'est une stratégie classique du pouvoir, et notamment du pouvoir colonial, de diviser, et notamment de diviser ethniquement, de diviser religieusement, de diviser les populations, effectivement, dans une optique de contrôle, de gouvernement, etc. On va finir maintenant cette première émission sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'était donc la première émission de Sortir du capitalisme. Vous pouvez nous contacter à l'adresse sortir-du-capitalisme@laposte.net, et je rappelle que la prochaine émission sera avec Maurice Rachfus sur la question de l'histoire des violences policières en France depuis au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Né avec une petite pause musicale, les Fugs, CIA Men. And kill a general in his bed. Overthrow dictators if they're red. Fucking amen. CIA man. Who can counter agents quick? Especially the ones themselves are picked. Fucking amen. CIA man. Who can plan a riot in Vietnam? Who can have the troops restore the calm? Fucking amen. CIA man. Who can buy a government so cheap? Change the cabinet without a sweep. Fucking amen. Who can get a budget that's so great? Who will be the 51st state? Fucking amen. Who has got the secret service? The one that's got the other service nervous. Fucking amen. Cipher anything to zeros. Not well known but simply well paid heroes. Fucking amen. Who can take the sugar from the sack? Pour in LSD and put it back.
squash republics like bananas. If they do not like the social manners, fucking amen. Who can train gorillas by the dozen? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking amen. Who's the agency well known to God? The one that copped his staff and copped his rod. Fucking amen. Voilà, et pour terminer notre émission, une citation de Pierre Vidal-Naquet en 2001 dans l'ouvrage blablabla. Attendez, j'essaie de... Voilà, Les crimes de l'armée française, paru à La Découverte. Mais est-il sûr que rien ne puisse recommencer, que le danger militaire soit nul et que Bijard, au lieu de faire jeter à la mer les corps de ceux qu'il avait tués avec ce qu'il appelle ses méthodes de travail, se contentera de dialoguer à la télévision avec Charles Hernu, Georges Brassens et Bernard Clavel, et de faire repeindre les guérites non en tricolore comme le général Boulanger, mais avec des couleurs psychédéliques? Est-il sûr que demain, face à n'importe quel mouvement de l'adversaire intérieur, le cycle infernal qui conduit à l'établissement d'un ordre totalitaire à la faveur d'une crise économique ne se déroulera pas? Et les Gégènes pourront au besoin rester au vestiaire. Il y aura pour infliger des tortures propres, suffisamment de psychologues et de techniciens comparables à ceux que l'armée avait commencé à former en Algérie. Pierre Vidal-Naquet. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler.